Ozgureski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le frère de Nezif Eski qui est actuellement détenu à la prison de Fresnes, c'est ça? Fleury-Mérogis maintenant. Ah oui, il a été transféré. Il a été transféré de Fresnes à Fleury-Mérogis, effectivement. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur l'histoire de ton frère, comment il s'est retrouvé en détention? Alors l'histoire, tout commence en 2008, en juin 2008, où il y a une série d'interpellations qui ont lieu un peu partout dans la France. Et il y a eu 12 personnes qui ont été interpellées, notamment en Nésif. Il a été emmené à Levallois-Perret, dans le fameux bunker de la section antiterroriste. D'accord, ce qui faisait partie de l'association en fait, culturelle et solidarité Anatolie France, c'est ça? À l'origine, c'est uniquement pour des actes de terrorisme, donc suspicion de terrorisme. Effectivement, ils avaient fait une enquête là-dessus où il y a l'association l'AXAP, donc Association Culture Solidarité, qui est sise à Paris. C'est une association à but non lucratif et qui organise des concerts, des soirées, des campings. Du coup, Nésif faisait partie effectivement de l'association. Et alors en fait, l'association, ils ont considéré que c'était une vitrine, la vitrine légale d'un groupe considéré comme terroriste par la France et l'Union européenne. Enfin, l'Union européenne et la Turquie du moins. Et l'organisation, c'est le DHKPC, c'est un front révolutionnaire en Turquie qui milite beaucoup pour les droits de l'homme, qui milite contre les conditions de détention, notamment les prisons de type F en Turquie. Mhm. Alors, une prison de type F, c'est une cellule individuelle. Donc là, en France, je pense que tout le monde serait content d'avoir une cellule individuelle. Et en Turquie, ils sont pas du tout contents parce que c'est une cellule individuelle qui doit faire du 3 mètres sur 3 mètres. Et il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. C'est une nouvelle forme de torture en fait. C'est que les détenus qui sont incarcérés dedans, la plupart, c'est ceux qui sont suspectés de terrorisme. Des Et, Kurdes principalement alors des Kurdes, oui, Oui. des Kurdes, toutes les organisations dites de gauche ou d'extrême gauche. Et ces personnes-là sont détenues, et puis on allume la lumière quand on veut, ils sortent jamais, ils restent 24 heures sur 24 dans la cellule, on fait du bruit, on les rend fous. Donc c'est une organisation entre autres qui milite contre ça. Alors ça c'est au niveau de l'organisation elle-même, c'est ça le Mhm. DHKPC. Maintenant pour revenir à Nésif, alors il n'y a rien qui a été prouvé ni dans l'instruction ni lors du procès. Il n'y a absolument rien il n'y a aucun Mhm. lien qui a fait que Nésif est considéré comme appartenant au DHKPC. D'accord. Et il reprenait quasiment que les éléments en fait donnés par le gouvernement turc, hein. Enfin, Voilà, ouais. alors les magistrats se sont rendus en Turquie suite à l'interpellation, enfin pour instruire le dossier, ils se sont rendus en Turquie. Ils ont pris des éléments, donc témoignages anonymes. Alors on ne sait pas qui est-ce qui les a fait ces témoignages, vu qu'ils sont anonymes. Est-ce que c'est les services de renseignement turcs? Est-ce Ouais. que c'est le gouvernement? Est-ce qu'on n'a aucune idée? Et lors du procès, les avocats ont réussi à faire retirer ces témoignages anonymes du dossier d'instruction, mais c'est resté dans les têtes. Et donc en fait, là je lisais un article sur l'Humanité qui disait que clairement c'était un délit d'opinion, quoi. Le délit d'opinion, c'est quoi? Nésif a été condamné. Sur sa condamnation, donc c'est bien marqué, alors Nésif, français, totalement intégré à la société française. Ça déjà, c'est une phrase qui m'a choqué. Nésif est français, il est né en France, il est totalement français, on va dire, vu qu'il n'est plus de nationalité turque. Alors il y a des personnes qui sont la double nationalité. Nésif est sorti de la nationalité turque. Donc il est français à part entière. Maintenant, un français à part entière, de là à dire que c'est un français totalement intégré à la société française, c'est énorme. C'est pour dire un peu le côté parano du dossier. Donc il y avait ça. Ensuite, on reproche à Nésif d'avoir participé aux obsèques, de s'être rendu aux obsèques d'un des fondateurs du mouvement du DHKPC, juste participer. On lui reproche d'avoir participé à un colloque international des partis de gauche à Bruxelles. Et enfin, on lui reproche d'avoir négocié et loué un camping à Carré-le-Rouet. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Reprocher à une personne d'avoir loué et négocié, c'est énorme. Donc c'est un camping où ils se retrouvent en famille. Moi, j'ai mes neveux qui sont partis et qui vont là-bas. Donc ça parle de tout et de rien. Ça fait des activités sportives. C'est un camping en plein air. Et puis c'est et on lui reproche ça. Et à la fin, on dit aussi que Nésif se défend mollement
violence terroriste du DHKPC, en ayant des idées politico-philosophiques, j'ouvre les guillemets, les bombes du DHKPC ne sont pas aussi violentes que les bombes des Américains sur les enfants en Irak, encore moins des bombes israéliennes sur les enfants de Palestine et de l'armée française lors de la colonisation de la guerre de l'Algérie. Donc voilà ce qu'on reproche à Nizif, d'être un sympathisant, parce qu'au bout du compte, il n'y a rien qui prouve qu'il est militant ou qu'il participe activement au DHKPC, mais sympathisant du DHKPC. Et la justice française l'a condamné à quelle peine? À 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme et 1 an de sursis. Et vous dites la justice française, moi je dirais plus la justice turque en fait. C'est marrant, hein. Il a été condamné en France, mais c'est une condamnation qui a été, pour moi, ce sont des juges turcs qui ont condamné Nizif en France. Ouais, c'est clairement ça. Donc le délit d'opinion, effectivement, il est là. Il est bien présent, il est bien réel malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on dit que Nizif, c'est un sympathisant, et malgré que ce soit sympathisant, on le condamne. Et voilà, et puis je rajouterai aussi un dernier événement, c'est qu'on lui reproche d'avoir... on le reproche à l'association, on le reproche d'avoir organisé un concert de Groupe Yolum. Donc Groupe Yolum, c'est un groupe clairement de gauche en Turquie, où ils chantent dans toutes les langues, et c'est un groupe qui est tout le temps persécuté en Turquie. À chaque fin de concert, ils sont en garde à vue. Et dernièrement, lors d'une série d'interpellations en Turquie, où il y a eu 82 avocats qui ont été interpellés en début d'année, ils ont interpellé aussi les membres du groupe Yolum. Ils ont cassé leur maquette du prochain album. Et donc voilà ce qui se passe en Turquie. Réellement, ce qui se passe, c'est ça. Et pour finir sur le délit d'opinion, en Turquie, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a des gens qui se révoltent par rapport qui défendent leur liberté individuelle. Et vu le gouvernement islamique, hein, qui fait en sorte de ne plus donner la liberté individuelle, et en interdisant l'alcool, entre autres, il y a des personnes qui vont manifester pour dire on n'a plus on veut plus que l'école soit payante, etc. Et on dessine une pancarte et on les emmène en prison directement. Je vais vous parler du cas de Sevil Sevinli, l'étudiant franco-turc qui a été emprisonné en Turquie juste pour avoir brandi une pancarte justement en disant que l'école est gratuite pour tous, et aussi d'avoir participé au concert du groupe Yolum. Donc c'est très grave. Et enfin, le Premier ministre turc a clairement dit toutes les personnes qui manifestent, ce sont des terroristes membres du DHKPC. Et comme quoi en Turquie, il y en a beaucoup. Bon, il faut savoir une chose, Nizif, c'est une personne qui a toujours milité pour les droits de l'homme, qui a toujours été et il ne peut pas admettre qu'une personne s'enrichisse sur le dos des pauvres, etc. Donc c'est une personne qui est droit dans ses convictions. Et donc quand il a été condamné à 4 ans de prison, il a demandé un délai de 3 semaines. Le jugement était le 20 décembre 2012. Il a fait appel, là, c'est... Oui, il a fait appel, donc il est présumé innocent. Il a demandé un délai de 3 semaines via son avocate, parce qu'il a une maladie qui est la givre vasculaire de la face, communément appelée la céphalée suicidaire. C'est une maladie orpheline, et qui est très handicapante pour atténuer sa douleur. Il est obligé de se taper la tête contre le mur, parce que la douleur de la tête contre le mur est encore moins forte que la douleur qu'il a lui-même. Et en l'occurrence, il a besoin d'une bouteille d'oxygène pour ça, et il suivait un traitement, d'où le fait qu'on ait réussi à avoir le délai de 3 semaines, et il s'est rendu de lui-même le 11 janvier 2013 directement au tribunal de grande instance de Paris. Il a été transféré dans la foulée à la maison d'arrêt de Fresnes. Premier parloir de Nizif, son épouse qui va le voir. Tout de suite après le parloir, fouille. Donc ce que j'appelle fouille, c'est fouille à nu. Premier parloir, ok. Deuxième parloir, fouille à nu. Troisième parloir, alors je parle de parloir famille. Troisième parloir, fouille à nu. La Nizif s'oppose.
Il refuse, parce qu'il connaît, il dit qu'il sait très bien que c'est interdit. Les fouilles systématiques sont interdites. Et il refuse. Alors il y a 3 gardiens qui le plaquent au sol. Il y en a un qui s'assoit sur son dos, un qui lui écarte les fesses pour regarder s'il n'a rien dissimulé. Ça lui a valu donc une sanction disciplinaire, quartier disciplinaire. 2 heures après, c'est le médecin à la maison d'arrêt de Fresnes qui a fait sortir Nésif par rapport à sa maladie. Le 13 mars, donc ce que je dis là, c'était le 13 mars. Le 13 mars, Nésif a décidé d'entamer une grève de la faim, justement pour protester contre ces fouilles humiliantes. Donc, il a entamé, il y avait des parloirs encore, mais à chaque fois il se faisait fouiller. Il a continué sa grève de la faim jusqu'au jour où, donc, alors le 29 mars, on va prendre dans l'ordre chronologique, Nésif continuait donc sa grève de la faim. Le 29 mars, alors entre-temps, il disait bien clairement à la famille de ne pas venir parce qu'il ne voulait pas être humilié. C'était très, très dégradant, donc ne venez pas me voir. Du coup, il y avait une cadence de une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours pour aller le voir. Et malgré ça, les fouilles continuent toujours. Le 29 mars, Nésif, via son avocate, dépose un référé liberté au tribunal administratif de Melun. Donc le tribunal administratif de Melun suspend les fouilles corporelles sur Nésif parce qu'ils n'ont pas apporté les preuves suffisantes pour dire pourquoi vous le fouillez systématiquement. Donc suspend les fouilles. Malgré la condamnation, la maison d'arrêt de Fresnes continue à pratiquer les fouilles. Nésif dépose un nouveau référé liberté en date du 4 mai, où cette garde des Sceaux, donc il faut savoir une chose, c'est que le tribunal administratif, le dossier c'est Nésifeski versus la garde des Sceaux. Et la garde des Sceaux, du coup, est condamnée à verser 800 € à Nésif, 1500 € à l'OIP, par rapport à ces fouilles qui n'ont toujours pas jugé légales et avérées du moins. Tout à ça, on a créé un petit comité où on appelait à raison de 1 ou 2 fois par semaine le ministère de la Justice pour demander justement Nésif, c'est pas normal ce que vous faites, etc. Nésif, par rapport à ces grèves de la faim qui continuaient, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, le lundi 6 mai, on apprend que Nésif va être transféré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et donc, ça tombait bien parce que le lundi, on était chez l'avocate et c'est l'avocate qui nous a dit ça. Et en gros, Nésif commençait à déranger à la maison d'arrêt de Fresnes. Tout le monde parlait, que ce soit du ministère. À l'intérieur dans les couloirs de la maison d'arrêt de Fresnes, ça parle uniquement de Nésif. Et du coup, ils ont décidé de s'en débarrasser. Et ils l'ont envoyé donc transféré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. On s'est dit, eh ben, c'est excellent, on a gagné, il a gagné. Il faut savoir une chose, c'est que nous, on voulait absolument qu'il arrête la grève de la faim. Parce que ça a duré 57 jours, la grève de la faim. Et ça commençait à être dans la limite de l'hospitalisation. Donc on a tout fait pour qu'il arrête. Et le lundi 6 mai, donc il rentre à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il s'entretient avec le directeur. Et donc Nésif nous a appelé tout de suite derrière. Et Nésif donc dit au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ben voilà, je suis ici parce que je vous dis dès maintenant, je fais la grève de la faim parce que on fait des fouilles systématiques à chaque parloir. Et le directeur lui répond, ici c'est pareil, systématique à chaque parloir. Ok, bah je continuerai la grève de la faim. Et bah continuez-la. Il a été mis en cellule. Tout de suite derrière, il nous appelle. Nous, on lui dit tout content, bah écoute, tu peux arrêter, t'as gagné, etc. Et lui, il nous dit, bah non, j'ai pas gagné parce qu'ils ils vont faire les mêmes choses ici. Suite à ça, donc le mercredi 8 mai, jour férié, Nésif a le parloir, son épouse qui va le voir. Il le fouille, il refuse, sanction disciplinaire où il prend un confinement en cellule. Le vendredi 10 mai, les avocats se rendent à la commission de discipline. Et là, comme Nésif les a prévenus comme quoi il allait entamer aussi des poursuites judiciaires, ils ont pris le soin de faire une note individuelle concernant Nésif. Et sur cette note individuelle, on peut remarquer que c'est une note qui a été faite à la hâte. C'est-à-dire qu'on parle de Nésif, de sa condamnation, mais Nésif est présumé innocent, parce qu'il a fait appel. On parle qu'il est membre du PKK, alors que c'est pas du tout le cas. Dire ce qu'elle a dit l'avocate et pourquoi pas le TA. Ensuite, ils disent qu'il y a un gros risque d'évasion concernant Nésif, alors qu'il s'est rendu lui-même le 11 janvier. Donc la risque d'évasion, comment ils peuvent l'avérer? Il s'est rendu de lui-même, il est parti se rendre directement, sinon il aurait pu partir bien avant, il avait 3 semaines pour partir. Donc pourquoi se rendre? Donc tout ça en fait c'est des choses qui font, c'est à la hâte et du coup il n'y a rien qui est avéré. Nouveau recours
du coup est déposé à la maison d'arrêt, ça allait être un peu difficile, d'après les avocats, parce que les avocats ils ont dit ça concerne uniquement Nésif, on ne peut pas faire. Et parce qu'ils ont le droit effectivement de faire des fouilles corporelles systématiques sur une seule personne, mais pas aléatoire on va dire. Il ne faut pas que ça soit régulier. Là le travail des avocats était de voir les autres avocats qui partaient aussi à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Ils ont trouvé une note de service qui disait que tous les détenus devaient être fouillés systématiquement à nu à chaque fin de parloir. Ce qui fait que la note individuelle, c'était juste une note écran. C'était une note écran pour une note écran pour se dégager de responsabilité par rapport au cas où Nésif faisait un recours. Et effectivement, ils ont eu gain de cause, le tribunal, la maison d'arrêt Fleury-Mérogis, ils ont eu gain de cause, parce que en même temps l'OIP, donc l'Observatoire international de la prison, ont déposé aussi le recours en même temps. Eux, ils ont eu gain de cause par rapport aux notes générales, à la note générale. Et Nésif, la seule chose qu'il a eu, Nésif, c'est que le directeur de la maison d'arrêt Fleury-Mérogis devait revoir sa copie pour faire un truc aléatoire, une fouille aléatoire. Et voilà. Mais ce qui est quand même fou, c'est que là, le juge administratif, en gros, il regarde pas du tout le bien fondé de la note. Il dit juste ça existe, point barre, mais il va pas regarder si c'est justifié. Voilà. D'accord. Et puis il a dit clairement, il a dit au directeur de la maison d'arrêt de réécrire sa note. D'accord. Et c'est quoi la situation actuelle là pour Nésif ? La situation actuelle, c'est que Nésif continue de subir les fouilles systématiques. Comme il refuse à chaque fois, du coup là ils lui ont donné une sanction où il a 90 jours de parloir avec hygiaphone, donc c'est une vitre, donc on ne peut plus le toucher, plus rien, et quand on parle, il faut parler assez fort pour s'entendre. Il y a une pétition là qui est en ligne, c'est ça ? Il y a possibilité de soutenir Nésif à l'extérieur, Oui, alors il y a une pétition donc c'est sur le site Avaz. Et on doit être à peu près 700 signatures. Et après je vais vous dire, pétition, je sais qu'il y a des politiques qui ont écrit à la ministre. Il y a notamment une eurodéputée qui a écrit au directeur de la maison d'arrêt de Fresnes quand c'était l'époque. Mais tout ça, ça reste lettre morte. La preuve en est, c'est les 2 condamnations du tribunal administratif à la maison d'arrêt de Fresnes. Et malgré tout ça, ça continue toujours. Donc ils continuent leur gestion pénitentiaire folklorique en toute impunité. Entre parenthèses, une petite parenthèse sur le dernier jour à la maison d'arrêt où il a eu un parloir, à la maison d'arrêt de Fresnes, il a eu un parloir. Donc fouille systématique, il l'emmène en salle pour le fouiller. Et là, Nésif refuse. Il demande la note individuelle qui stipule comme quoi vous devez me fouiller. On ne lui fournit pas, il refuse. Et ça parlait assez fort qu'il y avait 2 détenus qui étaient en salle d'attente, ils ont entendu. Donc les 2 autres ont refusé aussi à leur tour de se faire fouiller, parce qu'effectivement il faut une note, ils n'étaient pas au courant. Et Nésif a eu le droit, dans son rapport de la commission de discipline, à avoir un truc d'incitation à la rébellion. Juste parce que les gars entendaient ce qui était dans la salle d'à côté, quoi. Voilà, et qui savaient que effectivement ils n'avaient pas le droit et nous on ne savait pas. Maintenant on le sait, mais on refuse, mais bon. D'accord. Et tu penses qu'on peut avoir une espèce de mouvement collectif avec d'autres détenus qui pourraient... En fait, je pense qu'on peut faire un truc en général dans toute la France, parce que là on voit très bien les directeurs des maisons d'arrêt, ils ont manifesté devant le ministère de la Justice. Les surveillants manifestent, ils ont débrayé il n'y a pas très longtemps devant les maisons d'arrêt où ils demandent plus de moyens, ils demandent plus de reconnaissance. De fouilles aussi, hein. Et ils demandent plus de fouilles, donc en fait ils sont en train de prendre le dessus. Et quand on entend la ministre, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui a été en direct à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il y avait une émission de radio Europe 1, et Jean-Pierre Elkabbach lui pose une question concernant les fouilles systématiques à nu. Et la seule réponse qu'elle a donnée, c'est « Nous respectons la dignité des prisonniers ». C'est fort. D'un côté on condamne, d'un côté on dit qu'on respecte. Et malgré la condamnation, on continue toujours. Il faut savoir une chose, c'est que la France, c'est le pays européen qui se fait le plus condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, et j'ai reçu un courrier hier du Nésif qui dit clairement que 33 millions d'euros qui vont être mis au ministère de la Justice pour rénover, pour je ne sais quoi, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils fassent un travail général avec les surveillants, parce qu'en fait, ils deviennent des robots. Et il y a des surveillants, certes, qui demandent qu'il y ait plus de fouilles, mais il y en a aussi qui ne veulent pas fouiller. Nésif, plusieurs fois, a eu droit alors c'était une fouille, mais pas à nu, où le surveillant lui disait « T'inquiète pas, tu gardes ton caleçon » et puis voilà, parce que ça gêne aussi. C'est humiliant des 2 côtés, je pense.
plus pour les détenus. Voilà. Et je pense qu'un collectif, effectivement, il pourrait, dans toute la France, hein, vous savez, il y a une maison d'arrêt, il y a 400 prisonniers. Les 400, ils se font fouiller, mais il n'y en a aucun qui veut dénoncer. Parce qu'ils ont peur des représailles. Les représailles, c'est vite arrivé. Et en fait, il faut être dedans pour vraiment comprendre que c'est vraiment du n'importe quoi ce qui se passe. On a forcément une connaissance d'une connaissance qui est incarcérée, etc. C'est qu'on peut au moins dénoncer ce genre de truc et en disant, écoute, tu as le droit de faire ça. Il y a des recours administratifs qui peuvent être faits. Il faut qu'ils le fassent. Et les avocats, il y a beaucoup d'avocats qui sont engagés là-dessus, qui veulent que ça soit fait, parce qu'ils veulent dénoncer aussi. Ouais, et puis il y a même des permanences d'autodéfense juridique qui se montent. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site contre tous les lieux d'enfermement.noblogs.org. Osgur, merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Évidemment, on apporte tout notre soutien adhésif à toi, puis à votre famille. Et merci encore. Eh ben, merci beaucoup. Puis je vais vous remercier à mon tour, donc au nom de Nésif, au nom de la famille. Et je voudrais aussi vous remercier dans le sens où on a tellement voulu que ça se médiatise et qu'il n'y a quasiment aucun média qui veut en parler. Et c'est pour ça donc je voudrais vous remercier par rapport à ça parce que c'est très rare. On a eu le droit à une radio, 2 articles dans 2 journaux différents, mais ça reste assez local. Et juste par rapport à ça, merci beaucoup. Et c'est ça qu'on a besoin en fait. C'est que nous on peut faire quelque chose, mais il faut que les médias puissent aussi en parler. Les médias vont plus nous parler des directeurs de prison qui manifestent, mais ils vont pas parler des détenus qui eux-mêmes font des recours, etc. Donc voilà, tout part en fait de l'échelle médiatique. On mettra le lien et puis on essaiera de le diffuser au maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Osgur. Merci à toi.